Comment fonctionne le bénévolat des femmes qui se mettent au service des blessés de guerre? Quel est le rôle de la solidarité citoyenne pour la solidité de la résistance ukrainienne? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Yulia Shoukan, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, rattachée au centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques. Yulia Shoukan vient de publier son ouvrage « Citoyenne soignante, femmes, guerre et fabrique du commun en Ukraine ». Bonjour Yulia, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme chercheuse qui étudie l'Ukraine, certains aspects de la vie ukrainienne depuis des décennies déjà. Notamment, tu as effectué ton voyage en Ukraine qui avait duré plusieurs semaines. Tout à fait récemment, tu es de retour, tu as pu voir Kharkiv, tu as pu voir la capitale Kiev et tu as été aussi à Lviv, à l'extrémité de l'ouest depuis. Nous allons parler aujourd'hui évidemment de ton livre qui vient de sortir, mais ma première question à toi serait plutôt générale. Quelles étaient cette fois-ci tes impressions de voyage et comment, selon toi, la société ukrainienne a-t-elle changé depuis plusieurs mois et comment, à quel point en fait de cette guerre on se situe actuellement? Je suis restée presque 3 mois en Ukraine dans le cadre d'une bourse donc du Centre d'histoire urbaine et de l'initiative de documentation de la guerre Index, et ça m'a permis une sorte d'immersion effectivement longue avec des possibilités à la fois de voyager mais de vivre et de sentir le quotidien en Ukraine. Et la question qui m'est posée souvent lors de mes retours en France, c'est l'état de la société, l'état de morale. Est-ce que la société ukrainienne tient ou est-ce qu'on a atteint un point de basculement et que les Ukrainiens sont prêts à céder? Et moi, de ce que j'ai vu en fait précisément de cette longue expérience de vie en Ukraine, mais aussi des expériences précédentes, c'est à la fois de la communauté du quotidien pour les Ukrainiens, mais aussi des expériences de vécu en fonction de où on se trouve en Ukraine, donc entre Lviv, Kiev ou encore Kharkiv. Pour ce qui est de la communauté d'expérience, c'est précisément cet impact de la guerre extrêmement fort, extrêmement dur, la guerre qui touche à l'intime, la guerre qui interdit les joies insouciantes, la guerre qui aussi fait peur au sens où il y a des bombardements réguliers. La guerre qui accentue le sentiment de justice, l'attente de la justice et que la justice soit faite. Et ça, c'est commun à l'ensemble du pays. Et après, quand je parle des différences d'expérience, bien sûr, l'impact quotidien et surtout l'impact de nuit de la guerre est très différent, puisque quand on est à Lviv, on est exposé à des alertes. Il y a eu quelques bombardements pendant les 3 mois de mon séjour, mais c'était plutôt occasionnel. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience que connaît Kharkiv, où les bombardements sont réguliers, parfois concentrés plutôt sur les quartiers périphériques, parfois touchent le cœur même de la ville, ou encore l'expérience de Kiev, qui depuis 2 mois, voire un peu plus, en fait, vit de bombardements extrêmement importants, et que quand on parle du point de bascule, je sens que l'épuisement s'accumule, précisément la fatigue s'accumule, mais que dans le même temps, on ne bascule pas. Précisément puisque cette capacité d'adaptation de la société est grande et qu'au bout de 3 ans et demi de la guerre, on s'est pas mal adapté précisément à tous ces défis, mais c'est aussi, je pense, la justice que j'ai évoquée, en fait, cette volonté de voir la justice se faire et ce sentiment de justice qui est du côté des Ukrainiens, en fait, qui fait tenir également. Oui, donc à la fois, voilà, donc lors de cette visite, tu as visité Kharkiv. Le Kharkiv, en fait, c'est le point de départ, en quelque sorte, de ta recherche pour ton livre, n'est-ce pas? Puisque cette recherche ethnologique de longue haleine, en fait, qui avait duré plusieurs années, tes observations, tes entretiens, ça débute à Kharkiv, dans cet hôpital pour les blessés de guerre,
de ce qu'on appelait à l'époque ATO, c'est-à-dire opération antiterroriste. Donc on était à l'époque en 2014 et donc justement on parlait de ces combats à Donbass qui avaient cette qualification de opération antiterroriste. Est-ce que toi, tu as pu revisiter les mêmes personnes que tu as interviewées dans le passé? Est-ce que tu as pu revoir les mêmes lieux et puis les mêmes réseaux et pour constater en fait le contraste qui existe 10 ans plus tard? Je suis retournée à Kharkiv à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion. Ce n'est plus une ethnographie au sens où je ne passe pas des semaines entières à l'hôpital auprès des bénévoles. C'est plus des visites occasionnelles, précisément pour des raisons de sécurité. Mais effectivement, ça me permet de maintenir contact et de voir à la fois les changements et un grand nombre de continuités. Et pour ce qui est des changements, il est permanent et il est à l'image un peu de la façon dont la ville évolue, puisque l'hôpital a été bombardé à plusieurs reprises. D'abord en 2022, ensuite il y a eu des attaques, dans les années 23 ou 24, et la dernière grande attaque précisément, c'était le 29 mars 2025, où à la fois les immeubles alentours, mais aussi un des bâtiments de l'hôpital a été durement touché. C'était une attaque de Shahed, et en fait les traces sont là, précisément la façade est impactée, les vitres, enfin il y a plus de vitres, il y a du contreplaqué. Un des accès à l'hôpital est totalement détruit, et donc on voit aussi ce changement, cette évolution de la ville à la suite des bombardements. L'évolution, elle est aussi liée au statut de cet hôpital. Tu as évoqué au début de ce qu'on appelait à l'époque l'opération antiterroriste. En fait, cet hôpital était certes un hôpital de première ligne, mais à l'époque, le nombre de blessés était beaucoup moins important, et donc les blessés pouvaient rester en tout cas plusieurs semaines dans cet hôpital. Aujourd'hui, c'est vraiment un hôpital de transit. C'est là où les premières interventions chirurgicales sont réalisées. Après, bien sûr, celles qui ont lieu dans les points de stabilisation, donc plus près de la ligne de front. Et c'est un hôpital où il y a beaucoup de rotation, en fait. Les blessés ne restent que 2 ou 3 jours. Les moyens sont énormes, sont mobilisés aussi à l'hôpital, vu l'importance des blessés. Il y a des lits qui sont installés dans les couloirs, à la fois pour des raisons de sécurité, bien sûr. Ça permet, au moins cette règle des murs, les murs qui protègent contre les débris de vitres. Et dans le même temps, c'est aussi un manque de place. Nécessairement, il faut soigner, traiter et renvoyer très vite vers l'arrière. Mais pour ce qui est de la continuité, il est précisément du point de vue de ce réseau de bénévolat. Donc l'initiative sur laquelle j'ai travaillé depuis 2014 s'appelle Sœurs de la Miséricorde. À l'époque, il y avait cet ajout ATO Kharkiv, donc pour l'opération antiterroriste. Aujourd'hui, il a été retiré, donc l'initiative s'appelle Sœurs de la Miséricorde. C'est une initiative de bénévolat non religieuse malgré son nom. C'est plutôt l'imaginaire des infirmières religieuses de la Première Guerre mondiale qui a inspiré à l'époque, et le nom a été choisi de cette façon-là. Mais l'initiative est toujours là, il y a une permanence, donc je ne dis pas où elle est située, mais qui est toujours une permanence de bénévoles à l'hôpital, et donc il y a toujours une mobilisation avec lorsque j'ai été il y a 3 semaines à peu près, donc j'ai vu beaucoup de Kharkiviens venir apporter des dons, puisqu'il y a toujours besoin, notamment, il y a toute une liste sur le site ou encore sur les différentes chaînes des réseaux sociaux. On peut trouver la liste des besoins que les bénévoles compilent tous les jours, et donc j'ai vu les Kharkiviens arriver à apporter des choses, des biens, des produits nécessaires, et aussi j'ai vu les bénévoles, en partie de nouvelles personnes et en partie la moitié du noyau dur est toujours là et agit toujours à Kharkiv, donc circuler dans les étages et assister les blessés. Et voilà, ton livre s'intitule Citoyenne soignante, guerre, femmes et fabrique du commun en Ukraine. Donc cette dimension féminine en fait de cet engagement citoyen est au cœur en fait de ta recherche qui était menée au bout de tous ces ans-là. Aujourd'hui, on constate évidemment aussi la présence tout d'abord des femmes dans ce réseau-là. Pourquoi ce choix et comment aurais-tu décrit? Parce que tu vois évidemment les Sœurs de Miséricorde à Kharkiv, mais tu vois tout aussi bien la société ukrainienne s'évoluer avec plusieurs rôles en fait de femmes dans cette société ukrainienne qui est confrontée à cette agression russe depuis 11 ans déjà. Comment décrirais-tu, en comparant peut-être à des sociétés que tu connais, la société française, le rôle de la femme de la société ukrainienne, et notamment pendant la guerre?
Le choix d'abord, en fait, en 2014, je cherchais ma place en tant que sociologue, de quelle place je pouvais raconter la guerre et son impact surtout sur la société, sans être voilà très proche de la ligne de front et tout en restant en sécurité. Et c'est comme ça que j'ai fait, au cours de l'année 2014, j'ai fait du bénévolat et été en contact avec plusieurs initiatives qui aidaient les déplacés internes. À l'époque, le flux était aussi de déplacement très important. J'ai vu d'autres associations qui aidaient plutôt les lignes de front. Et ensuite, à un moment, j'ai identifié, voilà, Sœurs de la Miséricorde à Kharkiv. J'y suis allée pour la première fois au tout début de 2015 avec une collègue, Sophie Lambroschini. En fait, c'est plutôt cette expérience, l'intensité des émotions et l'intensité de l'engagement qui m'a interpellée. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi cette initiative. À l'époque, je ne savais pas à quel point elle est représentative et à l'image de la société. Et ensuite, plus tard, bien évidemment, à la fois le contact avec d'autres réseaux de bénévolat, mais aussi les enquêtes qui étaient menées en parallèle de la mienne m'ont permis de montrer à quel point c'est une initiative assez typique. Donc, elle est à la fois singulière. On est à l'hôpital, à Kharkiv, mais aussi typique et donc représentative du rôle de la femme dans la société ukrainienne, à la fois représentative de l'implication des femmes, puisqu'on sait que, en tout cas, des enquêtes publiées avant 2022, que les femmes étaient un tout petit peu surreprésentées dans ces réseaux de bénévolat par rapport aux hommes. Et on peut penser que depuis 2022, avec la mobilisation des hommes, elles sont encore plus surreprésentées. Donc, l'initiative féminine. Ensuite, c'est une initiative qui a eu lieu dans une grande ville. Pareil, on sait que ces formes de bénévolat se déploient et sont déployées plutôt dans les grandes villes et moins dans les villes petites ou encore dans les milieux ruraux. Et aussi une initiative très à l'image finalement du profil de bénévoles un peu en marge de la classe moyenne, ce que je montre que ce n'est pas uniquement le fait de classe moyenne. Il y a des femmes au profil et de statut social très variés qui se retrouvent dans cette initiative et qui s'engagent, et aussi plutôt jeunes, enfin au sens où 30-35 ans, c'est l'âge qu'on a, enfin plus ou moins la caractéristique de ce bénévolat en Ukraine. Et ensuite le soin, bien sûr, et donc c'est aussi, à mon sens, très en écho avec une répartition assez traditionnelle des rôles genrés dans la société ukrainienne. Je ne veux pas dire que les lignes ne bougent pas, je vais revenir là-dessus, mais d'abord il y a toujours cette répartition, cette association donc du soin aux femmes. Le soin aux autres est délégué aux femmes, et donc en l'occurrence ces femmes, comme je montre, s'engagent pour diverses raisons. À la fois parce qu'elles vivent dans un contexte de début de la guerre, et la guerre se fait beaucoup sentir en 2014 à Kharkiv, même si elle ne touche pas à l'époque et de la même façon la ville qu'en 2022, mais aussi parce que ces femmes investissent des rôles qu'elles connaissent déjà et qu'elles accomplissaient donc dans leur famille. Elles sont mères, elles sont épouses, et donc elles trouvent effectivement le soin aux soldats blessés, correspondre parfaitement à ce qu'elles savaient faire, et donc c'est comme ça qu'elles investissent ce soin-là. Et après, quand je dis que les lignes genrées à la fois restent assez fixes, et ce qu'on voit dans les trajectoires de ces femmes, puisqu'elles sont restées engagées dans le soin pour beaucoup d'entre elles jusqu'à aujourd'hui, mais dans le même temps, et c'est le paradoxe que j'essaie d'éclairer, ce soin, tout en restant très genré, il est émancipateur. Elles se sont impliquées dans la production en fait du bien commun, autour précisément des soins de qualité pour les blessés. Et donc j'essaie de montrer que malgré cette implication dans le soin et donc cette idée de rôle genré, il y a une participation, une contribution à la production des soins de meilleure qualité à l'échelle donc de la société. Et après, bien sûr, ces femmes, comme je montre, et je parle souvent, j'utilise ce terme d'émancipation citoyenne, c'est pour ça que le terme de citoyenneté citoyenne est présent dans le titre, c'est parce que, en fait, cette émancipation citoyenne les amène à redéfinir pour elles-mêmes leur propre rôle. Elles auraient pu rester à la maison et s'occuper de leurs proches précisément, aider peut-être des connaissances proches. Elles se sont quand même investies dans un hôpital, dans un lieu public, et elles aident des soldats qu'elles n'avaient jamais rencontrés auparavant. Donc, elles redéfinissent pour elles-mêmes aussi leur rôle de femme en situation de guerre. Mais elles pensent que voilà, il est limité à ce soin-là. Et après, j'ai vu aussi, en suivant au long cours les trajectoires de ces femmes, comment cette citoyenneté est reconfigurée. Il y en a une d'entre elles qui a rejoint les forces armées depuis l'invasion.
qui pareil, investit un rôle non combattant. Elle est psychologue, en fait, au sein d'une unité d'artillerie. Mais c'est aussi un nouveau pas pour elle, un nouveau rôle. Surtout si on compare son rôle de 2014, où elle était plutôt mère de famille, épouse, très peu impliquée, très peu concernée par la politique, très peu concernée finalement par les affaires communes dans l'État ukrainien, et qui aujourd'hui, voilà, s'est engagée et fait partie donc des forces armées. Une autre question que tu soulèves dans ton livre, tout au long de ton livre, mais tout aussi bien, il y a un focus dans le chapitre 5, tu parles de ce phénomène de l'informalité. Informalité qui est opposée évidemment à la prise en charge institutionnelle, c'est-à-dire, voilà, dans tout ce que tu décris dans ton livre, dans ces soins apportés aux blessés de guerre dans un hôpital à Kharkiv, évidemment, ce sont des initiatives citoyennes et émancipatrices pour les actrices, pour les femmes qui le font, mais il s'agit justement de ce côté informel, c'est-à-dire ces femmes-là ne sont pas ni embauchées, ni ne sont pas employées évidemment de cet hôpital, ni ailleurs. Et donc, et partout dans cet effort de guerre, en Ukraine, on constate que ce côté informel, il est présent. S'agit-il des bénévolats, de choses que les citoyens apportent à l'armée, évidemment. Donc voilà, ce phénomène de l'informalité dans cette guerre, comment on peut le décrire et expliquer à l'extérieur, à ton avis? Cette informalité, elle est propre à la société ukrainienne et ça ressort des différentes enquêtes, pas uniquement de la mienne, mais voilà, des travaux existants ou encore des enquêtes sociologiques. Les Ukrainiens ont tendance précisément à s'organiser, s'auto-organiser et à agir plutôt en petits groupes où la confiance est forte par rapport à la défiance qui existe vis-à-vis des institutions. Ce que je montre est que cette informalité, elle se déploie à 3 niveaux, puisque à la fois il s'agit du soin informel, au sens c'est un soin qui n'est pas intégré à l'institution, à l'hôpital. Elles n'ont aucun statut en fait autre que celle de bénévole à l'hôpital militaire, et c'est pas un statut formalisé. L'informalité, elle est aussi donc un soin informel, c'est un soin très familial. Elles se définissent, elles disent qu'elles remplacent la famille qui n'est pas souvent présente à l'hôpital du fait de la distance, de la rotation en fait sur le chemin, le chemin du patient. Les soldats sont renvoyés vers des hôpitaux de l'arrière. La famille n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital, et donc ce sont ces bénévoles qui remplacent la famille. Et l'informalité, c'est aussi la débrouillardise en fait. À partir de peu de moyens, et je montre que ces femmes n'ont pas accès à des financements internationaux, humanitaires internationaux, et donc elles se débrouillent en permanence en appelant à la solidarité de la société et en trouvant des solutions très concrètes pour essayer de pallier au manque, aux défaillances de l'action publique en matière donc de la médecine militaire. Et ce que je montre, c'est que cette informalité est à la fois très appréciée par ces femmes elles-mêmes, elle est pratiquée à grande échelle, elle est appréciée aussi par l'institution. L'hôpital lui-même étant quand même une institution militaire, étant pris dans toute une série de temporalités et procédures bureaucratiques, n'a pas toujours la possibilité de répondre très vite aux défis que la guerre soulève. Et défis extrêmement importants qui dépassent précisément ces temporalités bureaucratiques. Il y a l'urgence en temps de guerre, et les bureaucraties ne sont pas très adaptées précisément à cette urgence. Et donc l'informalité, cette capacité à négocier, à se débrouiller, à trouver à chaque fois des moyens, à mobiliser des réseaux aide bien évidemment et permet donc à ces femmes d'aider très concrètement l'hôpital et aussi ses blessés. Mais dans le même temps, je montre que l'informalité au long cours est un piège. Tu as évoqué donc cette question, ce bénévolat est non rémunéré. Il est non rémunéré jusqu'à aujourd'hui, et donc en fait pour les femmes qui sont engagées depuis 2014 dans ces activités-là, cette informalité a un impact extrêmement fort sur leur statut social. Il se traduit par la perte d'emploi, parce qu'on s'investit à fond dans le bénévolat et qu'en fin de compte on perd une certaine compétence et compétitivité sur le marché du travail, ou encore de longues périodes d'inoccupation, puisqu'on se donne en situation d'urgence et de guerre au bénévolat, et donc on oublie précisément voilà cet aspect de la vie professionnelle. Du coup, cette informalité impacte la situation matérielle de ces femmes, tout en leur permettant d'ailleurs, comme je le montre, d'acquérir des savoir-faire professionnels. En fait, elle aurait pu être intégrée à l'institution à un certain nombre de fonctions,
effectivement dans le soin un peu plus institutionnalisé, mais c'était pas le cas et c'est toujours pas le cas donc en contexte de guerre. Et l'informalité est aussi un piège au sens où en fait elle éloigne ces femmes de toutes les possibilités d'accéder à des financements internationaux pour deux raisons. D'abord parce qu'elles aident les militaires. Et on sait que l'humanitaire international ignore en fait cette fluidité des statuts entre civils et militaires et continue à accorder plutôt des aides aux civils et pas aux militaires. Et donc en fait, le soin aux soldats blessés est considéré comme relevant de la responsabilité de l'État et pas du tout donc du domaine de l'humanitaire international. Ça c'est une chose. Et ensuite, l'informalité elle-même. L'humanitaire international veut travailler avec des organisations formalisées, donc grandes, avec des procédures bureaucratiques et avec des capacités d'action extrêmement fortes. Donc les petits collectifs qui sont plutôt dans l'informel ne correspondent pas à ces critères. Et ce que j'ai vu en fait, c'est que entre 2014 et 2022, malgré les tentatives de ces femmes de postuler pour des différentes bourses, les fameux grants donnés par l'humanitaire international n'ont jamais abouti, précisément parce qu'ils ne correspondaient pas à ces critères. L'année 2022 a changé en quelque sorte un tout petit peu, puisque l'humanitaire international a essayé de réfléchir à la façon précisément de renforcer ces petits collectifs, ces petits réseaux. Je sais qu'elles ont reçu un financement, mais c'est un financement qui n'est pas lié directement aux soins aux blessés, c'est plus leurs compétences en matière de sécurité et de formation à la sécurité, donc qui a été valorisé de cette façon-là. Et donc le soin, en soi, le soin aux soldats blessés, voilà, reste toujours très très informel. Donc cette informalité reste là, et donc cette informalité, évidemment, elle est présente dans le secteur que tu décris dans ton livre, mais tout aussi bien, elle est présente dans d'autres manières aussi de mener cette guerre, puisque évidemment. Mais je pense que, excuse-moi, enfin je t'interromps, mais je pense qu'effectivement cette informalité, elle est le point fort précisément du côté ukrainien, puisqu'on voit à quel point les capacités étatiques sont dépassées dans les conflits armés. Il y a d'autres recherches, notamment, qui ont travaillé, qui concernent surtout le bénévolat dans le domaine d'assistance à l'armée et qui montrent aussi à quel point, voilà, cette informalité est précisément nécessaire. Elle peut être critiquée, puisque et la critique a été portée contre les bénévoles. Le fait que leur aide informelle, très concrète, très pratique, empêche la réforme des institutions et permet aux institutions finalement de fonctionner, de rester dans le même état d'inefficacité qu'avant, sans se transformer. Mais je pense que cette informalité est extrêmement importante. Quand les défis de la guerre sont importants, l'action publique ne peut pas être perfectionnée et parfaite. Il y a nécessairement des failles, il y a nécessairement de besoins. Et donc, en fait, cette informalité permet à l'armée et aussi aux citoyens de tenir face à l'ampleur de l'agression. Voilà, de combler des vides, et là où l'État ne peut pas, pour mille raisons, d'apporter ou d'agir rapidement, cette informalité, justement, elle aide. Donc, évidemment, avec tous les risques que ça sous-entend, donc les réformes pendant la guerre. Donc, on est dans la guerre totale, en quelque sorte, c'est-à-dire que ce type de guerre où tout et chacun est sollicité parce que c'est une menace un peu généralisée. Ce n'est pas une guerre dont on connaît des règles, n'est-ce pas? Parce que les règles de cette guerre aussi, elles évoluent. Nous avons vu, n'est-ce pas, évoluer cette guerre depuis 2022 jusqu'à 2025, avec, par exemple, l'intensification de frappes, même au bout de dernières semaines. Donc, il y a quelques semaines, les frappes au corps, par exemple, de l'armée russe, c'était 300 drones. Après une semaine à peine, c'était 500 drones. Cette nuit, c'était 700 drones. Donc, ça évolue. Donc, c'est une course contre la montre des deux côtés, évidemment. Et donc, dans ce moment-là où tout va très vite, justement, cette informalité que tu décris d'une manière tout à fait convaincante dans ton livre, elle permet de combler des choses où justement le système plus général, le système étatique, le système institutionnel, que ça s'agit des hôpitaux autres, donc elle n'arrive pas à suivre, et donc c'est là que les citoyens, les citoyennes arrivent avec leur aide, en faisant ce que l'État n'arrive pas à faire. Tu suis de très près, donc à une distance exceptionnellement courte, en fait, l'évolution de la médecine de guerre, puisque quand tu suis le parcours de femmes qui sont soignantes, tu vois aussi un peu comment ça évolue
la médecine de guerre et le type en fait de cette médecine de guerre en Ukraine. Qu'est-ce que tu pourrais nous décrire justement comment ça a changé depuis 2014 jusqu'à 2025, donc 11 ans? Comment la médecine de guerre a changé? Quel type de blessures, quel type de soins? Je sais que tu t'occupes beaucoup de amputations en fait comme un phénomène tout à fait nouveau. En tout cas, il est nouveau dans ce caractère massif en fait parmi les blessés de guerre. Toute guerre est nécessairement transformatrice, et ça on le sait des travaux d'historiens, première ou encore seconde guerre mondiale. Et donc on voit à quel point déjà 2014, et donc cette guerre plus limitée à la fois dans son ampleur et dans sa géographie, a transformé l'hôpital militaire par exemple. En 2014, les personnels médicaux étaient très peu préparés à la prise en charge des blessures de guerre, notamment des blessures par explosion, donc explosion de mines ou encore des éclats d'obus. Et progressivement, les savoir-faire se sont développés à force de devoir opérer, devoir intervenir. Et j'ai aussi vu, en fait, à partir de mon enquête, à quel point aussi l'appareillage prothétique s'est perfectionné au fil des années, et le savoir chez les prothésistes ukrainiens s'est amplifié. Et bien évidemment, 2022, à cet égard, marque une énorme rupture dans la transformation de cette médecine de guerre également, avec plusieurs éléments. D'abord, je pense que 2022 a montré à quel point, en fait, les 9 ans précédents de la guerre ont préparé le système pour tenir. Ce qu'on a vu, en fait, et tous les dispositifs qui avaient été déployés, notamment ce lien entre la médecine civile et la médecine militaire, elle a permis à l'Ukraine de tenir ce qui est appelé en Ukraine l'espace médical commun, où les hôpitaux civils participent aux côtés des hôpitaux militaires à la prise en charge des blessures. Et cet espace médical commun fonctionne très bien, précisément avec donc des prises en charge conséquentes, qu'il s'agisse dans les hôpitaux militaires ou dans les hôpitaux civils. Et dans les hôpitaux civils, les savoir-faire, notamment les savoir-faire chirurgicaux, se sont également beaucoup développés. Et ensuite, cette guerre, bien sûr, elle pose un grand nombre de défis. Tu as évoqué les amputations de guerre sur lesquelles je travaille. On voit que le nombre d'amputations a explosé. Et c'est bien sûr lié à la nature donc des armes employées dans cette guerre. On est passé donc de l'artillerie à aujourd'hui à une guerre des drones. Et donc l'impact corporel est extrêmement important. On n'a pas beaucoup de chiffres, bien évidemment. Enfin, ces questions relèvent du secret médical, mais aussi du secret en temps de guerre pour toute armée. Mais on voit en fait dans les rues de Kiev, de Lviv surtout, ou encore de Kharkiv, un grand nombre de militaires blessés. Et surtout, on voit beaucoup de militaires ayant subi une amputation. Donc, militaires après amputation. Lviv, à cet égard, où je suis restée 3 mois, est vraiment très représentatif dans la mesure où à Lviv, il y a plusieurs grands centres d'appareillage et d'adaptation physique. Et en fait, lorsqu'on se promène dans les rues de Lviv, donc le week-end, on voit beaucoup de personnes après amputation, ou encore des personnes en fauteuil roulant, donc qui sortent dans la ville, qui se promènent dans la ville, qui profitent de cette occasion, voilà, de s'éloigner de l'espace purement médical ou de prise en charge pour aller dans la ville. Et donc on voit que l'impact corporel est extrêmement grand. Ce qu'on voit un peu moins, certainement, c'est l'impact mental, bien évidemment, même si cette préoccupation pour la santé mentale est extrêmement importante, portée par les différentes figures très publiques, en fait, et la femme de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, qui s'est directement impliquée dans cette prise en charge aussi. Et donc, l'impact de la guerre et sur le corps que j'entends à la fois précisément dans ses dimensions unifiées, à la fois corporéité, mais aussi le mental, est extrêmement grand, et les séquelles, bien évidemment, vont rester pendant de longues années sur la société. À la fois, c'est un effort extrêmement important au plan économique, et c'est l'objectif de la Russie, précisément, non seulement de terroriser, mais aussi d'imposer, en fait, de provoquer des dégâts tellement corporels, tellement importants pour que l'Ukraine, en fait, pendant des années, porte cette charge de réadaptation, à la fois donc des militaires, mais aussi des membres de leur famille. Et aussi, bien évidemment, ce sont des défis que rencontre la société par la suite, et que rencontre déjà et que rencontrera par la suite la société.
c'est cette question de rapport à l'altérité, comment se comporter avec des gens qui n'ont pas le même corps, dont le corps a été appareillé, qui rencontrent un certain nombre de difficultés dans l'espace public, lorsqu'ils se déplacent, par exemple. Et donc, je vois aussi l'impact transformateur de la guerre sur l'espace public, la façon dont l'espace est réorganisé pour le rendre beaucoup plus accueillant, précisément à ces blessés de guerre, et notamment les soldats ou encore les civils après amputation. Oui, donc évidemment, ça va transformer l'espace public après la guerre, s'il y a un après la guerre. Je signalerai aussi à nos auditeurs qu'un centre que tu décris là, la centrale Lviv, donc il y aura un autre centre pour les amputations et pour la réhabilitation des amputés à Odissa, et notamment grâce à l'effort français, entre autres, il y a Expertise France, cette agence étatique française auprès du ministère des Affaires étrangères qui finance justement ce projet-là. Donc, un autre centre du même type qu'à Lviv va s'ouvrir bientôt à Odissa. Évidemment, Odissa n'est pas Lviv, dans le sens que Odissa, c'est une ville qui est relativement beaucoup plus exposée, n'est-ce pas, aux attaques de drones, des missiles et même des CAB parfois russes, parce qu'elle se situe beaucoup plus près de la ligne du front. Mais mais c'est un deuxième centre en fait qui va être ouvert pour le soin, mais tout aussi bien pour la réhabilitation de vétérans de guerre qui ont vécu des amputations, puisque là, ça c'est visible déjà dans les rues de plusieurs villes ukrainiennes, en fait, le nombre de amputés qui remarchent, en fait, qui retravaillent. Et donc, ça veut dire aussi que nous avons, une autre vision en fait du futur, en fait, de l'avenir pour les blessés de guerre, parce que justement leur nombre est tellement élevé que ça devient un véritable problème, un véritable challenge, défi en fait pour la société. Là, tu parles beaucoup dans ton livre en fait de cette fabrique de comment, en fait c'est le focus en fait de ton livre, voilà, le comment qui est perçu d'une manière sociétale, mais tout aussi bien politique, je dirais. Et donc, pourquoi c'est important, voilà, cette fabrique du comment, et comment crois-tu que la société, grâce à cet engagement personnel, bénévole, autre, informel aussi, comme tu décris, comment elle agit aussi de la sorte d'unifier en fait la société qui évidemment traverse beaucoup d'épreuves, qui évidemment traverse beaucoup de ruptures, et comment elle essaie de soigner en fait ces sociétés qui fragmentées parce que chacun est avec son chagrin, mais à la fois comment elle aide à unir la société durant l'épreuve de guerre. Je commencerai peut-être précisément à partir de Sœurs de la Miséricorde et ce que j'ai appelé donc en observant leur pratique de soins, fabrique du commun. Je montre qu'elle se déploie à plusieurs niveaux, et notamment elle se déploie précisément à travers cette implication dans le soin, très pratique, très concrète, comme on a déjà dit. Ça veut dire collecter des dons, ça veut dire donner de l'argent ou dépenser de l'argent pour acheter des médicaments, des équipements médicaux, pour faire des travaux de réparation dans les locaux de l'hôpital, pour les aménager, pour installer des postes de télévision, par exemple. Et donc, toute une série d'objets matériels qui sont mobilisés et qui sont achetés donc à travers les donations recueillies. Et cette fabrique du commun, en fait, elle ne se limite pas uniquement aux pratiques de soins. À mon avis, elle renvoie aussi à une certaine représentation. Qu'est-ce que j'entends par représentation? C'est cette image que les bénévoles de Sœurs de la Miséricorde projettent au sujet précisément de la prise en charge médicale. Je pense que ce qu'elle montre, c'est que cette prise en charge doit être très familiale, précisément, même si elle est effectuée dans un cadre institutionnel qui est l'hôpital militaire, qu'elle doit être très attentionnée. Contrairement souvent aux prescriptions très professionnelles et le manque d'individualisation en fait dans la relation aux patients, notamment dans les institutions médicales militaires. Et aussi en fait ce qu'elles montrent à travers leur pratique, c'est que cette prise en charge doit être sans limite. Elles pensent que le devoir de la société envers les combattants est extrêmement grand. Ils se sont mobilisés
Ils ont participé à la guerre, ils ont défendu la patrie, et donc la société leur doit. Vraiment, cette question de dette sociale avec les combattants est très présente dans leurs actions, et que du coup, en fait, la prise en charge médicale doit être complète et sans limite. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, en fait, quand il n'y a pas assez d'argent pour assurer une prise en charge correcte, et quand l'institution a plutôt tendance à se décharger sur l'individu, en l'occurrence donc les soldats et leurs familles, pour assurer cette prise en charge, elles se sont impliquées et se sont mobilisées précisément pour compenser ces manques et pour aider les blessés. Et je décris les différentes situations, en fait, où au début, elles aident beaucoup à la prise en charge chirurgicale, et avec les améliorations de financement dans la médecine militaire, en fait, leur prise en charge va progressivement, jusqu'en 22, donc s'orienter plutôt vers les vétérans, et donc à chaque fois essayer d'aider là où il y a un manque de moyens, là où les familles ou l'individu doit dépenser des fonds, donc ses propres fonds, et pour compenser. Et pourquoi cette fabrique du commun est importante pour la société? Comme je montre, elle peut être exercée de différentes façons. Elle peut précisément s'inscrire dans ce que j'appelle la réparation. Elles font de la réparation des failles de l'action publique. Donc là où l'État est incapable d'intervenir, elles interviennent et elles compensent. Ou encore, cette fabrique du commun peut passer par la réforme. Je montre aussi cette séquence où elles essayent précisément d'influencer l'action publique et d'expliquer comment la démobilisation et la prise en charge médicale à la démobilisation doit se faire. Donc elles essayent précisément donc de prescrire un certain nombre de solutions pour l'État et se proposent en tant que prestataire de services donc dans ce schéma qu'elles déploient. Et si on prend l'ensemble de la société et l'ensemble des différentes initiatives de bénévolat en Ukraine, les chiffres sont très différents. Mais si on regarde les différents sondages réalisés, on se situerait autour de 60 voire 70% de personnes qui sont impliquées de diverses manières dans le bénévolat et donc qui participent à cette fabrique du commun à différentes échelles et à différents niveaux. On a dit sous diverses formes, ils peuvent agir de façon très informelle, ils peuvent se constituer en association, en fondation de bienfaisance, être beaucoup plus formels, plus grands, et aussi à leur niveau, donc compenser l'action publique ou encore inciter un certain nombre de réformes, même malgré la guerre, puisque l'Ukraine se réforme beaucoup à travers la guerre, on le voit aussi donc dans les différents changements déployés. Et donc à l'échelle de la société, cette fabrique du commun où chacun définit sa propre place, son niveau d'action, mais agit, ne reste pas, ne se tient pas à distance, agit en personne impliquée, c'est elle qui permet, à mon sens, à la société ukrainienne de résister donc face à l'agression russe. Oui, et parce qu'évidemment, il y a toujours cet effet de l'engagement, c'est-à-dire qui est à la limite thérapeutique, parce que ceux et celles qui agissent pour le bien de l'autrui, pour l'autre, qui sont là, ils restent dans l'action. Ça veut dire aussi qu'ils ne perdent pas l'espoir, ça veut dire aussi qu'ils ne se désespèrent pas, même si l'effort de guerre il s'inscrit déjà dans les longues années. Et donc ça permet globalement, tu as évoqué le chiffre qui est quand même incroyable, 60-70% de citoyens et citoyennes ukrainiennes impliqués d'une manière ou d'une autre, chacun à son échelle, dans telle ou autre chose qui aide à la défense, qui aide à la résistance. Donc c'est capital et ça permet aux gens, hommes et femmes, pareil, de rester consolidés, de rester unis face à cette épreuve. Merci beaucoup, Yula, pour ces éclaircissements, pour ton analyse et évidemment pour ton livre Citoyenne soignante, guerre, femmes et fabrique du commun en Ukraine. Un livre qui vient de paraître et qui est le résultat de tes analyses de plusieurs années. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et j'avais à mes côtés Yulia Shoukan, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Yulia Shoukan vient de publier son ouvrage Citoyenne soignante, femmes, guerre et fabrique du commun en Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.